Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nous ne sommes pas en retard, ce sont les mots prononcés par Moustapha Cissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali, lors d'une conférence de presse donnée ce 9 mai, conférence relative au report du référendum sur la Constitution. Retour sur le deuxième entretien du président de la transition Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Interrogé sur le massacre de Karma qui a fait plus d'une centaine de morts, l'homme fort du pays a appelé à éviter les conclusions hâtives. Et puis les ambitions du président de la Fédération centrafricaine de basketball. Depuis son élection en 2021, Serge Singa Benga œuvre pour promouvoir davantage cette discipline à l'échelle continentale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, plus que quelques jours avant les élections législatives et locales en Mauritanie, les électeurs sont invités à se rendre aux urnes ce samedi 13 mai en vue d'élire leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un scrutin considéré comme un test pour le parti au pouvoir et l'INSAF en vue de la prochaine présidentielle prévue en 2024. Si 25 formations politiques sont en lice, le parti de la majorité présidentielle est pressenti comme favori. Il est en effet le seul à présenter des candidats dans l'ensemble des circonscriptions. À noter qu'un second tour doit se dérouler le 27 mai prochain. Il devait initialement se tenir le 19 mars dernier au Mali. Le référendum sur le projet de nouvelle constitution a finalement été reporté au 18 juin prochain. Pour rassurer les citoyens sur l'avancée des préparatifs, l'autorité indépendante de gestion des élections a donné une conférence de presse ce 9 mai. Plus de précisions avec Gladys Momba. Les électeurs maliens auront rendez-vous aux urnes le 18 juin. L'autorité indépendante de gestion des élections rassure sur l'exécution de sa première tâche. Le référendum sur le projet de nouvelle constitution, reporté alors qu'il devait initialement se tenir en mars dernier, aura bel et bien lieu. Le président de l'EJ a assuré le 9 mai devant la presse que l'engagement serait respecté. Nous ne sommes pas en retard. Pour les sceptiques, les coordinations de l'EJ n'ont pas été installées ou bien ne sont ici. C'est peut-être un constat effectivement qu'il peut faire n'étant pas à l'intérieur de la machine, à l'intérieur du processus que nous incarnons. Mais nous savons que cela est fait et nous vous réitérons ici que l'EJ, nous nous mettrons au travail pour que à la date du 18 juin, s'il plaît à Dieu, que nous soyons au rendez-vous de la tenue de ce scrutin référendaire. Réclamé depuis des années par la classe politique malienne et créé en juin 2022 suite aux recommandations des Assises nationales de la refondation, l'EJ a pour principale mission d'organiser et de gérer les opérations référendaires et électorales maliennes. C'est d'ailleurs l'installation de ses membres en janvier 2023 qui avait justifié le report du scrutin référendaire prévu en mars. Ce même argument, lié au laps de temps, justifie également l'utilisation par l'EJ du fichier électoral basé sur l'ancien découpage territorial pour cette consultation. Compte tenu des délais qui nous séparent de la date indiquée, il serait extrêmement difficile que nous puissions partir sur le découpage électoral nouveau qui était en gestation et tout, mais qui n'est pas aussi effectif. Mais le découpage électoral que nous avons, qui correspond parfaitement au découpage du fichier électoral aujourd'hui, serait le fichier électoral de l'élection référendaire, qui comporte effectivement environ 8 millions d'électeurs. Et le fichier a été quand même révisé suite à la révision ordinaire des listes électorales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. Ce travail a été fait et nous avons environ 500 000 électeurs qui sont venus se rajouter au fichier que nous avons pour atteindre un niveau d'environ 8 500 000 électeurs. Si l'EJ rassure sur le taux d'avancée de ses préparatifs, cette consultation reste la pomme de la discorde entre les autorités de transition et l'opposition. Plusieurs partis signataires de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali estiment que des autorités non élues issues de coups d'État militaires n'ont pas le droit de faire adopter une nouvelle constitution. Cette coordination a donc annoncé saisir la justice pour empêcher la tenue du référendum constitutionnel.
CEDEAO, Union africaine, Union européenne, elles ont été unanimes en condamnant avec fermeté le massacre du 20 avril dernier à Karma, au nord du Burkina Faso. Un drame qui a causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Au lendemain de cette attaque, les premiers témoignages mettaient en cause des assaillants habillés en tenue de l'armée nationale. Une enquête a donc été ouverte pour élucider les faits. Face aux critiques, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a pris la parole. Les détails avec Gladys Momba. Que s'est-il réellement passé le 20 avril dernier dans le village de Karma, où au moins 136 personnes ont été tuées? La question a été posée au président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, à l'occasion de son deuxième entretien télévisé depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, alors que les premiers témoignages recueillis ont fait mention d'individus arborant la tenue des forces armées nationales. Le chef de l'État burkinabé a appelé à éviter les conclusions hâtives. Il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Et je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. Le 4 mai dernier, les autorités burkinabées ont annoncé le début des auditions dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Karma, une attaque que les autorités burkinabées qualifient de conspiration en réponse aux choix stratégiques prônés par le pays des hommes intègres. L'instrumentalisation, ça est là, c'est clair. Voilà. Pourquoi commencer à accuser directement? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée. Mais pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paye les tenues de l'extérieur. Plus de 3 mois après avoir demandé le départ de l'armée française, le Burkina Faso affirme s'être tourné vers d'autres partenaires comme la Russie et la Turquie, des alliés qualifiés de stratégiques par les autorités burkinabées pour tenter d'endiguer la spirale de violences terroristes qui frappe le pays depuis 2015, des violences qui ont fait en 8 ans plus de 10 000 morts et quelques 2 millions de déplacés internes. Alors que le conflit s'enlise au Soudan, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires sont pleinement mobilisés pour assurer la réponse humanitaire. Au Tchad notamment, l'agence onusienne a déjà recensé plus de 30 000 réfugiés soudanais. Mais ce nombre pourrait rapidement grimper dans la mesure où les violences persistent. Face à une telle affluence, les agences humanitaires alertent sur le manque de financement, un sujet de la rédaction. Les réfugiés soudanais continuent d'affluer au Tchad. Sur place, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires redoublent d'efforts pour procéder à leur identification. Plus de 30 000 personnes ont déjà été enregistrées. Des agents du HCR sont également mobilisés pour leur distribuer des articles de première nécessité. Aujourd'hui, à l'urgence, le HCR et la CNR sont côte-côte dans le cadre de l'enregistrement, du pré-enregistrement, de la relocalisation, l'identification des sites, ainsi que la protection des réfugiés et la facilitation des communications entre les réfugiés et les partenaires qui interviennent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad, quand vous trouvez un Soudanais ou un Centrafricain ou même un Nigérien ou Camerounais, on le prend comme un frère et ils sont ensemble. Et cette hospitalité, c'est quelque chose à saluer et nous continuons toujours à nous en féliciter. Et nous remercions aussi à cette population-là qui accepte toujours de partager ces petites ressources. Si la réponse humanitaire est pour l'heure assurée, l'affluence des réfugiés représente un véritable défi pour le HCR et ses partenaires. Une affluence qui continue de croître dans la mesure où les combats persistent au Soudan. Depuis le 15 avril, les affrontements meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide ont provoqué le déplacement de plus de 700 000 personnes à l'intérieur du pays selon les Nations Unies. Plus de 150 000 personnes ont par ailleurs fui le Soudan. Face à ces chiffres alarmants, des financements sont nécessaires pour assurer la prise en charge des réfugiés. Si la crise du Soudan perdure, il est possible que le Tchad puisse accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés.
par rapport à ces 100 000 réfugiés, les besoins financiers seraient d'environ 130 millions de dollars. Donc c'est un vrai appel à la communauté internationale de pouvoir aider le Tchad, de pouvoir aider les acteurs humanitaires, les organisations humanitaires qui interviennent dans cette réponse d'urgence. Et c'est vraiment une course contre la montre. C'est maintenant qu'on a besoin de cette mobilisation, de ces efforts financiers. Encore une fois, pour pouvoir vraiment faire cette intervention rapide et pouvoir installer convenablement les personnes plus à l'intérieur pour leur protection et pour vraiment avoir une bonne assistance. Annoncé par le Soudan du Sud, l'accord de principe pour une trêve d'1 semaine n'a pas permis de faire taire les armes. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 750 personnes sont décédées. Au Kenya, une campagne de vaccination de bétail va prochainement être lancée dans le comté de Mandera, situé à l'est du pays. 300 000 têtes de bétail sont ciblées. Avec ce projet, les autorités locales entendent protéger les animaux face aux risques de maladies telles que la fièvre afteuse. Une initiative jugée nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du Kenya, menacée par la sécheresse. Ruth Musi. Conscient du rôle de l'élevage dans l'économie et la sécurité alimentaire kenyane, le gouvernement du comté de Mandera, dans le nord du Kenya, s'engage à atténuer les effets des épidémies de maladies du bétail. En partenariat avec les agriculteurs et les partenaires de développement, une première campagne annuelle de vaccination de masse de bétail sera lancée dans les prochains jours dans le comté de Mandera afin de préserver la santé du cheptel dans cette partie du pays. En tant que gouvernement de comté, nous reconnaissons le rôle de l'élevage dans notre économie et notre sécurité alimentaire. Nous sommes également conscients des effets dévastateurs que les maladies peuvent avoir sur notre population animale, sur les moyens de subsistance de nos agriculteurs et, en fin de compte, sur nos approvisionnements alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une initiative essentielle visant à protéger notre cheptel. Aimed at safeguarding our livestock population. Plus de 300 000 têtes de bétail dans divers villages de 9 sous-comtés du comté de Mandera seront vaccinées contre des maladies endémiques par des vétérinaires qualifiés. Les maladies du bétail ciblées pour cette première vaccination de masse de bétail comprennent la fièvre afteuse, la maladie de la peau grumeleuse chez les bovins, tandis que les ovins et les caprins seront vaccinés contre la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift. This is the first of an annual campaign that involves county-wide vaccination and treatment activity aimed at protecting our animals. Il s'agit de la première d'une campagne annuelle qui comprend des activités de vaccination et de traitement visant à protéger nos animaux contre diverses maladies endémiques telles que la variole ovine et caprine, la maladie de la peau grumeleuse chez les bovins et la fièvre de la vallée du Rift. Cette campagne ciblera plus de 300 000 chèvres, 51 000 moutons, 21 000 carmels, 18 000 bovins et 200 ânes dans divers villages des 9 sous-comtés du comté de Mandera. And 2,000 donkeys in various villages within 15 wards of the 9 sub-counties in Mandera County. Au Kenya, l'élevage joue un rôle majeur tant dans la sécurité alimentaire que dans l'économie du pays. Il contribue à hauteur de 10% au PIB. Les éleveurs de bétail sont cependant confrontés à la sécheresse, aux inondations et aux maladies qui menacent la santé des bêtes. Redonner au basketball centrafricain ses lettres de noblesse, c'est la mission que s'est donnée Serge Singa Benga depuis son élection à la tête de la FCBB en 2021. Depuis, il planche notamment sur une réorganisation du championnat dans les régions et ce en vue de promouvoir davantage la discipline à l'échelle continentale. Dans cette optique, une section sport-études a été créée. Les précisions de José Douglas. Arrivé à la tête de la Fédération du basket centrafricain 2021, le nouveau président Serge Singa Benga jongle entre son établissement universitaire privé qui dirige et la promotion du basket dans son pays. Il a toujours occupé un poste de dirigeant au sein du basket centrafricain, notamment au club de New Tech Bantu, qui a été de nombreuses fois champion, et aussi le club universitaire qui a fait partie de la Ligue de Bangui. Le basket centrafricain s'est déjà imposé avec le Bangui Sportif Club qui a réalisé un beau parcours dans la Basket Africa League, la BAL, ou encore Abeille Basketball, le Hit Trésor Sporting Club, Red Star Dongo Club qui ont remporté la Ligue des clubs champions d'Afrique.
Effectivement, avec la crise militaro-politique que notre pays a connue, le basket a un peu décliné. Aujourd'hui, nous essayons de travailler à la renaissance de ce sport roi en Centrafrique. Le basket centrafricain avait besoin effectivement de se restructurer. La République centrafricaine a remporté 2 fois la CAN en 1974 et 1987. Le pays a formé aussi de grands basketteurs comme Romain Sato, 1m94, drafté en 2004 et récompensé par la FIBA en 2021, ou encore le jeune Thierry Darlan, qui est pensionnaire de la NBA Academy de Dakar. Rénover certaines infrastructures, construire des terrains nouveaux, faire en sorte que dans les provinces, nous ayons des terrains qui soient construits. Nous allons, inaugurer, parce que nous avons signé avec le lycée français une convention qui a permis de créer une section sport-études. La formation est pour nous importante. L'objectif aujourd'hui est de créer un centre de formation de la Fédération centrafricaine de basketball. Je pense que l'année prochaine, nous y arriverons. Ce sera la première section sport-études qui va voir le jour en Centrafrique et inaugurée ce samedi 13 mai 2023 à Bangui. D'autres pays devraient suivre l'exemple, selon le président de la Fédération. Des perspectives pour avantager la pratique du sport chez les jeunes et leur donner encore plus d'espoir dans la quête d'une carrière. Et avant de clôturer ce journal, un point sur la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans avec les résultats des matchs qui se sont joués ce 10 mai. Sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki, les Lionceaux du Sénégal ont largement dominé les Sud-Africains. Score final 5-0. Autre rencontre qui était au programme de ce mercredi, le face-à-face Maroc-Algérie. Un match qui s'est soldé par la victoire des Marocains sur un score de 3-0. Auteur d'un premier but à la 28e minute, Zakaria Ouazane est venu doubler la mise à la 57e minute. Les Marocains ont ensuite creusé l'écart à la 86e minute avec une réalisation de Adam Shakir. Et concernant les demi-finales de la Coupe de la Confédération, les Young Africans de la Tanzanie ont remporté leur match 2-0 face au Marumo Gallants Football Club. Une victoire obtenue grâce à la performance de Stéphane Aziski et Bernard Morrison. En revanche, la SEC Mimosa et l'USM Alger ont fait match nul. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. À noter que les matchs retour de ces demi-finales se tiendront le 17 mai. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.